Madame Roudinesco, je vous en prie, à vous maintenant de nous éclairer. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur... Ah. Voilà. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur... Il n'est pas là, mais je m'adresse... Il est quand même là, symboliquement. Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les parlementaires ici présents, je vous remercie de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à cette audition sur un sujet auquel j'ai consacré en effet plusieurs travaux. J'ajoute que je suis aussi la fille d'une des pionnières de la psychanalyse des enfants en France, Génie Aubry, qui s'est occupée toute sa vie d'enfants en souffrance, d'enfants abandonnés, d'adoption, de filiation, et que dans mon enfance, j'ai non pas subi des discriminations parce que j'étais capable de me défendre, mais que je retrouve avec tout ça ce que nous subissions dans les années 50 quand on était enfant de parents divorcés. J'étais la seule enfant de parents divorcés à l'école. J'étais la seule enfant de vieux aussi. J'étais la seule enfant avec deux pères. Enfin bon, c'était stimulant de pouvoir se défendre contre ça. Mais enfin, ces discriminations existaient, même dans les familles de la grande bourgeoisie. Inutile de vous dire que je suis favorable à cette loi, comme nombre de mes collègues sociologues, anthropologues et historiens que vous avez déjà entendus, notamment Irène Théry, et comme d'ailleurs 1200 psychanalystes qui viennent de se prononcer très courageusement en faveur de cette loi. Ce qui veut dire d'ailleurs que le milieu est divisé. Je peux comprendre, bien sûr, que les religieux avec lesquels j'ai eu l'occasion de parler puissent évidemment souffrir de cette loi. Souffrir parce que pour eux, la question du mariage est sacrée, ils ont une vision immuable, essentialiste de la famille, selon laquelle le père reste le substitut de Dieu, et la différence biologico-anatomique des sexes, le fondement de tout droit de la famille. Et pourtant, ils s'adaptent assez bien, finalement, et quoi qu'ils en disent, et ça viendra, à ce qu'est le mariage et son évolution au sens laïque. Mais de la part de spécialistes du soin psychique s'occupant d'enfants en détresse ou de familles perturbées, cela me semble assez incompréhensible. Notamment quand on se réclame aussi de ce que fut et de ce qu'est dans l'histoire de la psychanalyse la conception freudienne de la famille. Freud n'a pas cessé de parler de la famille dans toute son œuvre. Jamais et à aucun moment on ne trouvera dans l'œuvre du fondateur de la psychanalyse ce qu'une partie de ses héritiers prétendent y trouver aujourd'hui. Le mariage homosexuel serait la fin et le déni de la différence des sexes, un malheur pour les enfants, condamnés à avoir des parents pervers, condamnés à être sans domicile filiatif, sans loi du père séparateur. Non. Freud ne considérait pas que les homosexuels étaient des êtres à part. Et en son temps, il a manifesté clairement sa volonté de dépénaliser cette forme de sexualité. Non seulement il ne pensait pas un instant que la famille puisse reposer sur le primat de la différence biologique des sexes, puisque celle-ci relève de l'évidence et non pas d'une construction. Et enfin, il a accepté dans sa vie que sa fille, Anna, élève les enfants de sa compagne, et il a considéré qu'il s'agissait là d'une famille comme une autre, et il l'a adoptée en quelque sorte. Ce sont ces mots. Donc, ne faisons pas dire à Freud ce qu'il n'a jamais dit, sauf à sombrer dans un anachronisme que tout historien se doit de critiquer. Bien entendu, il ne pensait pas aux familles dites homoparentales. En réalité, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est non pas à une révolution qui conduirait à la disparition de la famille, mais à une évolution qui nous a tous frappés, qui au contraire vise à la pérenniser. Le désir des homosexuels d'entrer dans l'ordre procréatif, c'est-à-dire dans l'ordre familial dont ils avaient été exclus, ce désir de leur normativité de leur part que l'on observe depuis une trentaine d'années, est en réalité la conséquence de la dépénalisation de l'homosexualité dans les sociétés démocratiques, mais aussi de cette hécatombe qu'a été le sida. Vouloir se reproduire en étant inscrit dans l'ordre familial, c'est aussi un désir de vie et un désir de transmission. Et c'est cette aspiration à la normalité qui dérange aujourd'hui les opposants à la loi, car au fond, si je leur accorde qu'ils ne sont pas homophobes, ils souhaiteraient conserver aujourd'hui l'image de l'homosexuel d'autrefois, l'homosexuel maudit, incarné par Marcel Proust et par Oscar Wilde.
à leurs yeux, l'homosexuel doit rester cliniquement pervers, c'est-à-dire hors de l'ordre procréatif. Nous savons que l'éventail des cultures est pourtant assez large pour permettre une variation infinie des modalités de l'organisation familiale. Autrement dit, il faut bien admettre que c'est à l'intérieur des deux grands ordres du biologique, différence des sexes qui, à aucun cas, n'est niée dans la loi, et du symbolique, prohibition de l'inceste et autres interdits, que se sont déployés pendant des siècles non seulement les transformations propres à l'institution familiale, mais aussi les modifications du regard porté sur elle au fil des générations. Une fois cette définition admise, il faut revenir sur la question historique. Alors, c'est évidemment avec l'avènement de la bourgeoisie qui a accordé à la maternité une place centrale que s'est développé le nouvel ordre familial que nous connaissons, et évidemment au prix d'une mise en cause de l'ancienne puissance patriarcale. Et c'est bien de ce déclin dont Freud se fit le témoin et le principal théoricien, que naquit un processus d'émancipation qui a permis aux femmes d'affirmer leurs différences, notamment en séparant maternité, désir et procréation, et en voulant accéder au travail. C'est ce qui a permis aussi aux enfants d'être regardés comme des sujets, et non pas comme des imitations des adultes, mais aussi aux homosexuels de se normaliser et de ne plus être regardés comme des pervers. Il est vrai que ce mouvement a généré une angoisse et un désordre spécifique, lié à la terreur de l'abolition de la différence des sexes qui revient aujourd'hui, avec au bout du chemin toujours la perspective d'une dissolution de la famille. Je vous rappelle qu'à la fin du XIXe siècle, on redoutait en effet que les femmes, en travaillant, ne deviennent des hommes et que soit déjà abolie cette fameuse différence des sexes. Mais ce qui fonde la famille, sur le plan anthropologique, ce n'est pas seulement la différence biologique des sexes, laquelle n'implique d'ailleurs pas l'existence forcément d'un père réel ou d'une mère réelle, mais de substituts. Mais c'est aussi et surtout la prohibition de l'inceste et la nécessité de l'échange. Il faut des familles pour que la famille existe, et il faut la prohibition pour assurer ce qui nous différencie du monde animal, c'est-à-dire le passage de la nature à la culture. Je vous renvoie aux travaux de Claude Lévi-Strauss, qui était évidemment favorable à cette évolution de la famille. Et que je sache, jamais les homosexuels élevant des enfants n'ont dérogé à cette nécessité. Et c'est bien sur cette question, bien plus que sur celle de la différence biologique, que Freud a épousé en son temps les transformations de la famille en rapportant les névroses bourgeoises aux tragédies antiques, c'est-à-dire à l'interrogation de chaque sujet sur son origine. D'où je viens, qui je suis? Telle est la question d'Édipe, l'Édipe de Sophocle. De quoi suis-je coupable? Telle est la question d'Hamlet, les deux héros préférés de Freud, qui en aucun cas n'a créé une psychologie familialiste. Quant au mariage, institution spécifiquement humaine et désormais laïque, il est la traduction juridique légale d'un certain état de la famille à une époque donnée. Rien d'immuable, toujours en devenir, toujours en mutation, comme le montrent d'ailleurs les différentes révisions qu'il a subies depuis son instauration en France en 1791, mais aussi et partout dans les sociétés démocratiques. L'institution du mariage est donc en devenir, comme la famille elle-même est toujours en devenir historique. Pour terminer, je voudrais dire que ce qui détruit la famille, ce n'est pas le désir des homosexuels d'entrer dans l'ordre familial, ce n'est jamais le désir de faire famille, c'est la misère, misère psychique, misère matérielle, misère morale, celle que l'on voit aujourd'hui et qui conduit à des dérives meurtrières, au terrorisme, au sectarisme religieux. Victor Hugo, écrivain le plus populaire, le plus célébré dans le monde, le plus républicain aussi à la fin de sa vie, l'a énoncé dans Les Misérables, livre que tout le monde devrait lire aujourd'hui en ces temps de crise économique et morale. Le père chômeur est exploité, la mère réduite à l'esclavage, l'enfant vagabond. Mais surtout, je voudrais signaler, pour finir ici, que ce même Victor Hugo, qui avait épousé toutes les formes de parentalité propres à son époque, mariage d'amour, adultère, père, patriarche, grand-père, père malheureux face à la folie de sa fille et à la mort d'une autre, père amoureux de l'amour, a forgé avec Jean Valjean un personnage célèbre sur lequel devraient réfléchir tous ceux qui, en experts, prétendent que le bien de l'enfant requiert par essence la présence absolument nécessaire d'un homme, d'une femme, d'un père et d'une mère. Surgit de la misère,
Habité par le désir du mal pendant les 10 ans qu'il a passés au bagne, puis converti par un évêque à la volonté de faire le bien, Jean Valjean n'a jamais connu, à l'âge de 55 ans, la moindre relation charnelle ou amoureuse. Il est vierge. Il n'a aimé ni père, ni mère, ni maîtresse, ni femme, ni amie. Quand il apprend par Fantine, ancienne prostituée, l'existence de Cosette, enfant martyr, enfant humilié par les Thénardier, il va la chercher et il devient son père, sa mère, son éducateur, son tuteur, en bref, le substitut de tout ce qui manque à l'enfant sans amour. Un seul substitut, qui suffit alors à assurer le bonheur à venir de l'enfant le plus misérable de la terre. 9 mois, le temps d'une grossesse. Le cœur du forçat, souligne Hugo, est plein de virginité, et en regardant Cosette, il éprouve pour la première fois de sa vie une extase amoureuse qui va jusqu'à l'égarement. Aussitôt, dit Hugo, il ressent les épreintes, c'est-à-dire les douleurs de l'accouchement, comme une mère, et sans savoir ce dont il s'agit. Littéralement donc, il accouche d'une enfant, et l'amour qu'il lui porte est maternel. De son côté, l'enfant ayant oublié le visage de sa mère, n'ayant connu que les coups, n'ayant aimé qu'une seule fois dans sa vie, non pas un humain, mais un animal, un chien, regarde cet homme qu'elle va appeler père sans savoir qui il est, et sans jamais connaître son véritable nom. Elle va l'aimer au-delà de la différence des sexes, au-delà de toute différence, au-delà de toute connaissance de la différence entre une mère et un père, comme un saint dénué de sexualité. Sans doute, les pédopsychiatres experts d'aujourd'hui, voyant arriver cet être bizarre, le traiteraient peut-être de pédophile ou peut-être de mère abusive. J'ai envie de dire à tous ceux qui, au nom d'une introuvable normalité, fustigent les familles, monoparentales, homoparentales, anormales, divorcées, que chaque enfant aimerait avoir pour mère et pour père à la fois l'équivalent d'un Jean Valjean. Merci. Merci beaucoup, madame, d'avoir fini d'ailleurs sur cette évocation de Victor Hugo dans cette maison.